Est-ce que vous avez des commentaires, des questions? Et je suis à votre disposition. Bonjour, docteur. Oui, bonjour. C'est Inoussa Trafando. OK. Non, je n'ai pas de questions, c'était juste pour signaler ma présence et pour dire bonjour. D'accord, Pour le moment, je n'ai pas de questions. ça marche. Bonsoir, docteur. Cherchez un habit pour moi, s'il vous plaît, un t-shirt. Oui, Un bonsoir. t-shirt. C'est Thomas Ouedraogo, Diaconia. Ah, d'accord. Ah, enchanté. Moi de même. J'ai une question. Oui. Non. En fait, est-ce que vous pouvez revenir exactement sur la notion d'organisation à but non lucratif? C'est vrai que dit comme ça paraît évident, mais Oui, souvent sur le terrain, bon, ça prête parfois à confusion quand on regarde un peu le fonctionnement de certaines organisations. D'accord. C'est à quel niveau que vous trouvez qu'il y a un trouble qui intervient? Bon, c'est souvent comment je veux dire, notamment quand on regarde certaines organisations dites à but non lucratif, et dans le fonctionnement, Oui, c'est-à-dire on voit souvent que les charges de fonctionnement oui. sont beaucoup plus élevées que même les ressources utilisées pour les actions sur le terrain. Ah, d'accord. Voilà, donc on se pose encore la question à savoir, bon, est-ce que finalement l'organisation travaille pour les membres de l'organisation ou bien est-ce qu'elle travaille pour son but sur le terrain? OK. Voilà. Qu'est-ce que la loi, par exemple, dit exactement à cet effet? Bon, ce que je peux peut-être d'emblée déjà réagir, c'est que effectivement la notion du le but non lucratif, c'est quoi? C'est dire déjà que dans son fonctionnement, dans son principe de naissance, une ONG n'a pas pour objet d'engranger de profit. Voilà. C'est ça. Le but non lucratif, c'est ça. Le but n'est pas de créer des profits dont on doit diviser les dividendes. Voilà. On ne poursuit pas un intérêt personnel immédiat. C'est plutôt le but, le principe, c'est, comme on l'a dit, c'est le principe de solidarité. C'est-à-dire, on ne cherche pas, à travers cela, on ne cherche pas une rentabilité. Et vous allez voir que dans la plupart du temps, on parle de bénévolat. Ça veut dire que même ceux qui s'engagent dans une ONG, dans une association, ils n'auront pas d'emblée un salaire. Voilà. Mais c'est pour participer à la solidarité, comme on l'a dit, ça peut être communal, provincial, régional et international. Donc, effectivement, dans ce sens, on ne peut pas parler de rentabilité. Maintenant, votre question sous-jacente, c'est de dire effectivement qu'il y a certaines qui fonctionnent au point qu'on se demande comment les budgets qui sont alloués au fonctionnement dépassent voilà, les prestations, si on peut dire comme ça. Voilà, ça c'est une importante question et c'est une grosse problématique. Parce qu'effectivement, je prends un exemple, si vous avez pour objectif d'aider les orphelins, et que la charge de fonctionnement dépasse maintenant la prise en charge des orphelins dans l'éducation ou bien dans leur vie quotidienne, ça semble maintenant dériver. C'est-à-dire qu'on se rend compte que les charges sont plus élevées que les prestations. Ça, je crois que c'est un dysfonctionnement d'une ONG. Voilà, ça veut dire que ça ne doit plus être la norme. Parce que ce qui est important, c'est l'apport pour les bénéficiaires. C'est ça qui doit être la proportion la plus importante. D'accord. Voilà. Donc, je peux classer cela comme un dysfonctionnement. Et justement, l'objectif du cours et des échanges du séminaire, c'est quoi? C'est ramener à sa juste proportion le fonctionnement de l'ONG
en revenant sur le principe. Et vous avez vu qu'on a parlé de la bonne gouvernance. C'est Tout à dans fait. dans cet objectif-là, c'est-à-dire de rappeler, revenir sur les principes et appeler à une bonne gestion pour que, effectivement, on ne connaisse pas ces gens de dérives, à savoir que les charges deviennent maintenant plus importantes, les prestations, c'est-à-dire les bénéfices pour ceux qui doivent profiter de cela. Donc, l'objectif du cours même, c'est ça. C'est éviter, D'accord. voilà, c'est hypertrophie des charges au profit ou bien au mépris des bénéfices qui vont aller directement auprès des bénéficiaires. D'accord, c'est compris. Merci. D'accord, merci. Alors, une réaction, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait réagir, ajouter, comme on l'a dit, c'est Oui, moi je voudrais réagir. J'avais levé ma main, mais j'ai l'impression que ça ne compte pas beaucoup. Ah, d'accord. Ah oui, c'est vrai. Je vois beaucoup de mains. Alors, donc, c'est Aruna. Voilà, vous avez la parole. Voilà, je suis Sino Aruna, je suis au Renlac. D'accord. Je profite d'intervenir par rapport à cette problématique d'organisation à but non lucratif. Parce qu'aujourd'hui, il y a des stratégies actuellement que les organisations développent pour pouvoir participer à leur fonctionnement parce que les financements ne courent plus les rues. Et d'ailleurs, même il y a un certain nombre de partenaires qui demandent aussi aux organisations de faire des efforts. Donc, ça fait que font des efforts de mobilisation des ressources internes, quitte à faire même des prestations, des activités génératrices même de revenus pour participer à leur fonctionnement. Exact. Donc, ça fait qu'à un moment donné, la dimension non lucrative, bon, je ne sais pas jusqu'à quel niveau on peut arriver effectivement à concilier cette pratique de stratégie, en tout cas que j'appelle des stratégies de survie des organisations par rapport au principe d'organisation à but non lucratif. D'accord, effectivement. Alors, donc, je crois que vous posez là encore une fois de plus une problématique. Alors, il faut faire la part des choses. Quand on parle effectivement du but non lucratif, ça veut dire que ça ne doit pas produire des intérêts. Voilà, ce n'est pas comme une banque. Par exemple, si vous prenez une banque qui se crée, le but premier, c'est faire des bénéfices, c'est faire des profits. Donc, on va faire feu de poids, c'est-à-dire, on va viser rien que de la rentabilité, on va prendre tous les risques possibles. Si vous voulez, on va faire du business. Alors, pour une ONG, c'est pas ça le but premier. Mais effectivement, à un certain moment, si les besoins sont énormes et si comment dirais-je, les appuis, voilà, les financements de l'autre côté sont faibles, vous voyez que l'ONG ne peut pas jouer bien son rôle. Dans ce cas, effectivement, elle peut diversifier les sources de financement. Et parce que la plupart, par exemple, des ONG, souvent, on va attendre que les partenaires, c'est vrai, locaux aussi, étrangers, et ainsi de suite. Mais qu'est-ce que les partenaires, certains partenaires font comment pour avoir même de la ressource? Vous allez vous rendre compte qu'il y a certains partenaires qui vont faire, comme on le dit, des cotisations, qui vont faire des petites activités aussi qui rapportent les kermesses, les journées. J'en ai beaucoup vu en Europe, des journées de Burkinabé d'une telle commune. Tout cela pour présenter, vendre des petits mets, des petits objets pour avoir cela. Donc, l'ONG, l'organisation elle-même peut initier effectivement des activités pour enflouer ces caisses. Mais comme on l'a dit, ça, ce n'est pas interdit puisque c'est diversifier les sources de financement. Ce qu'on dit, c'est que le but principal ne doit pas être la recherche du profit, mais si c'est pour élargir les sources de financement, mais surtout doit être encadré. Ça veut dire que l'ONG ne doit pas mener aussi toutes sortes d'activités commerciales. Voilà, ça doit rester dans l'intérêt public et ça doit être encadré au point que ça ne devienne pas principalement une activité commerciale et où on engrange beaucoup d'argent et de l'autre côté, on va venir faire des actions philanthropes juste pour meubler. Là, on va dire que c'est pour blanchir des capitaux si c'est comme ça. Voilà. Est-ce que ça va?
C'est Aruna? Oui, ça va, mais est-ce qu'il y a un critère en termes de proportion? Oui, je demande, vous avez une idée, est-ce qu'il y a un critère à ce niveau pour dire, bon, si ces activités ne représentent pas telle proportion, on est toujours dans la bonne dimension, ou bien on peut réfléchir de manière générale comme ça? Oui, bon, pour moi, c'est général, mais peut-être on va continuer à chercher des informations, mais tout dépendra aussi de l'encadrement dans chaque pays. Parce que sinon, il n'y a pas de normes édictées pour tout le monde. Mais il y a un certain nombre d'activités, même moralement, on ne peut pas les mener. On ne peut pas dire que parce qu'on cherche l'argent, on va faire feu de tout bois. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a certaines activités, je prends un exemple, il ne faut pas aller vendre la drogue pour enflouer la caisse et puis revenir pour s'occuper des drogués ou bien voilà, des enfants en difficulté, des prostituées, ainsi de suite. Donc, il y a toujours quand même une limite sociale à ne pas dépasser. Le principe étant de vouloir résoudre un problème, et on l'a même vu dans le cours, c'est là où l'État, pas chaque fois failli, mais c'est là où l'État ne met pas l'accent qu'il faut colmater les brèches. Donc, dans ces cas, il ne faut pas déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Mais, comme vous l'avez si bien dit, les normes doivent être fixées déjà par les lois qui créent l'association ou les ONG, et ces lois-là sont généralement claires. Il y a un certain nombre de choses à ne pas faire. Si vous les faites, vous n'êtes plus dans le cadre de la solidarité. Merci beaucoup. Merci. Alors, M. Idrissa? Ok, merci beaucoup. Voilà, en fait, ma question, c'est un peu le prolongement de mes prédécesseurs. Voilà, quand vous avez défini un peu les ES là, Oui. Vous avez dit qu'il y a les ONG, il y a les associations et puis il y a les coopératives. C'est ça. Alors, ma question concerne beaucoup plus les coopératives. Quand vous parlez de coopératives, est-ce que c'est coopérative comme on le connaissait ou ça prend en compte les sociétés coopératives qui sont soumises à l'acte uniforme OHADA du droit des sociétés coopératives? Ah, d'accord. Bon, alors. Les autres, c'est sur la loi 064 CNT, bon, je pense. Hein. Voilà, c'est ça. Oui, c'est en termes de cette loi, c'est-à-dire les coopératives, c'est quoi? C'est un ensemble, un groupement d'associations qui forment une coopérative. Donc, à partir d'un certain nombre, on parle maintenant de coopératives, c'est-à-dire, comme on l'a dit, il y a les ONG à vocation internationale, régionale, et les associations à vocation locale et nationale. Et lorsque plusieurs associations se mettent en place pour poursuivre des buts bien précis, puisque l'idée, c'est quoi? L'idée est que c'est ce que individuellement les associations ne peuvent pas réaliser, qu'elles se mettent en coopérative pour pouvoir réaliser avec un budget plus élargi, avec des activités beaucoup plus diversifiées. Et donc, c'est dans ce cadre qu'on parle de coopérative. Et là, c'est pour mutualiser les moyens, les savoirs, et, dans ce sens-là. Voilà. Donc, quand on parle de coopérative, c'est l'intermédiaire entre ONG et puis associations, c'est-à-dire plusieurs associations qui se mettent ensemble. Par exemple, si vous former les femmes des communes. Prenons une province qui a 8 communes. Vous formez les femmes techniques agroalimentaires pour fabriquer des jus, des yaourts. Alors, vous allez vous rendre compte que dans une seule commune, c'est un peu faible. Ça peut être une association ou deux. Mais si c'est pour avoir des moyens et avoir beaucoup plus d'appui, donc les 2 ou 3 communes peuvent se mettre ensemble, ou bien même dans la même commune, s'il y a plusieurs associations, elles peuvent se mettre en coopérative. Voilà. Donc, bon, je ne sais pas si je réponds à votre question. Et en fait, je comprends. Parce que moi, peut-être qu'il faut que je suis Idrissa Ouedraogo de Agronome et Vétérinaires Sans Frontières. Voilà, nous, on travaille beaucoup avec les sociétés coopératives, on va dire les sociétés coopératives de producteurs de beurre de qualité, les sociétés coopératives de producteurs d'anacards et autres. À leur niveau, bon, on voit que l'activité, c'est dire que c'est des activités à but non lucratif. Bon, c'est un peu difficile pour nous, quoi, du moins que toute la base, même dans les textes, oui. Voilà, c'est dit, c'est les liens communs, c'est la production, la commercialisation de tels produits, ainsi de suite. Oui. En fait, c'est cette nuance que je voulais beaucoup plus, quoi. Voilà. OK. Ah. Donc, pour vous, c'est quoi? Il y a un vide juridique?
Ou bien il n'y a pas une limitation? Non, en fait, à ce niveau, parce que quand je parle des sociétés coopératives, Oui, elles sont soumises à l'acte uniforme OHADA, voilà, oui, qui contient beaucoup d'actes, dont beaucoup sont dans le domaine commercial et autres. Alors que quand oui, on prend les ONG, c'est encore plus facile. La loi 064, c'est une loi nationale. c'est ça. Alors que les coopératives, c'est une loi internationale, si on peut le dire. Oui, Et quand on regarde les textes et le contenu de l'acte uniforme OHADA même, oui. voilà, on parle beaucoup plus de l'économique et du commercial que du social, quoi. Même si le Ah social, c'est oui, la base, parce qu'il y a les c'est ça. principes associatifs qui sont là, qu'il Ouais, faut ouais, respecter, quoi. Ouais. c'est ça. C'est ça. Bon, comme on l'a dit, hein, souvent il y a des dérives, ça c'est un. Et aussi, comme on l'a dit, puisqu'on parle de façon générale les ONG, mais comme on parle de l'organisation, on prend la définition de l'organisation de façon générale, on va peut même tendre vers les entreprises. Alors, si ça tend vers les entreprises, là, les coopératives peuvent avoir un objectif d'engranger les profits et de maximiser. Là, nous sommes dans le chemin d'une entreprise, c'est-à-dire effectivement les petites et les moyennes entreprises, puisque les coopératives, ça va dans ce sens. Mais si c'est dans le sens des ONG en tant qu'expression de solidarité et donc à but non lucratif, là, nous sommes dans les organisations, mais ce ne sont pas des organisations à but non lucratif. Là, il faut rester toujours dans la limite. Et comme on l'a dit au niveau de la première question, alors il faut faire de telle sorte que l'objet, la rentabilité ne prime pas sur la solidarité et sur le caractère voilà, un peu solidaire et social, parce qu'on parle d'économie solidaire et sociale, c'est-à-dire que ceux qui en ont un peu puissent penser à ceux qui n'en ont pas, car nous ne pouvons pas vivre dans un monde. Est-ce que ça va un peu dans ma réponse? Oui, oui, c'est bon maintenant pour moi. D'accord. Alors, C'est beaucoup plus monsieur, clair. Merci. d'accord. Monsieur Confé, vous êtes là? Confé. Oui, oui, docteur, je suis là. Okay. Alors, donc, c'est en réponse à la question donc, de M. Idrissa Ouedraogo. Oui, Alors, donc, j'ai cru comprendre que la coopérative, c'est vraiment une association de plusieurs associations. exactement. Et maintenant, moi, ce que je veux comprendre, est-ce que, par exemple, il y a des fois où on parle de consortium ou de consortia Oui. qui est un regroupement également de beaucoup d'organisations, d'associations pour effectivement candidater par rapport donc à un appel à projet, à des choses comme ça. Est-ce qu'il y a une nuance entre le consortia et puis la coopérative? Alors, bon, dans mon entendement, mais on peut vérifier après, lorsque on parle de consortium, là, ça peut être au niveau des ONG. Comme on l'a dit au début, il y a une différence, la différence entre les ONG et les associations, c'est que les ONG ont un caractère régional ou international. Et lorsque on parle des associations, ça, c'est à caractère local. Donc, le regroupement des associations peut prendre l'allure de coopératives et le regroupement des ONG, parce que les ONG aussi peuvent se mettre ensemble pour effectivement postuler à des choses qui sont beaucoup plus élevées au niveau mondial. Dans ce cadre-là, on peut parler de consortium à l'image, une fois de plus, des grandes entreprises qui, même malgré leur grandeur, même malgré leur chiffre d'affaires, souvent, elles ont besoin de se mettre ensemble. Donc, dans mon entendement, quand on parle de consortium, c'est au niveau des ONG. Et lorsqu'on parle de coopérative, ça peut être vu au niveau des associations. Mais bon, on n'a pas le monopole du savoir, on peut continuer la réflexion avec les autres. S'il y a quelqu'un aussi dans le groupe qui a l'expérience, on peut partager. Sinon, pour le moment, voilà ce que je peux dire. Merci bien, docteur. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Thomas, ou Dabré qui a levé la main depuis, avant de venir à Monsieur Jécutiel. Ok, merci bien, docteur. Je vois qu'il y a d'autres préoccupations qui ont été prises en compte par mes précédents.
Mais je voulais revenir un peu par rapport à ce que vous avez dit comme consortium. Effectivement, avec les partenaires institutionnels comme l'Union européenne, comme la Banque mondiale, ils ont tendance à amener les ONG à aller en consortium. Et pourquoi les ONG partent en consortium? C'est pour dire que chaque ONG a sa compétence. Vous allez voir des ONG qui sont beaucoup plus axées dans la sécurité alimentaire, d'autres, c'est beaucoup plus dans la nutrition, et il y a certains même, c'est beaucoup plus dans la protection. Et vous savez que pour intervenir, il ne faut pas seulement aller dans la sécurité alimentaire, il faut aussi peut-être développer des actions de protection. Donc, il faudra en ce moment une autre ONG aussi qui a ces compétences-là pour pouvoir appuyer ces actions. Donc, c'est pour cela souvent on emmène les gens. C'est vraiment une complémentarité, voilà, au niveau du consortium, au niveau de la formation des consortia pour la mise en œuvre de certains projets. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter par rapport au consortium. Vraiment, merci beaucoup. Et comme vous l'avez si bien dit, on ne peut pas tout faire. On peut être bien spécialisé dans quelque chose, mais il y a un maillon qui va manquer. Et pour avoir la chance que tout le phénomène va être analysé jusqu'à, va être, comme j'ai l'habitude de dire, traqué jusqu'à son dernier retranchement, alors on va mettre dans les circuits plusieurs associations. Là, on a la chance de ne pas rater un maillon qui peut remettre en cause l'ensemble de la réussite du total. Voilà, vraiment, merci beaucoup pour cette précision. Alors, qui veut prendre la parole? Moumouni, vous avez déjà parlé, oui, vous avez la parole. Soit Moumouni ou bien Jécutiel. Oui, je suis là, Jécutiel Yamego. D'accord. Bonsoir. Ok, donc voilà, Loanjetine, toi. Ok. Donc, bonsoir docteur, bonsoir à tous. Merci. Et j'avais une question sur le profil humain au sein d'une organisation. Dans l'exposé, nous avons eu une bonne revue théorique avec beaucoup de théoriciens qui ont essayé de nous faire voir l'évolution et de l'homme, de l'humain dans les organisations. Oui. Voilà, mais ma question est la suivante. Est-ce qu'aujourd'hui, nos organisations, ou ce qui est recommandé, c'est d'avoir ce profil type-là de quelqu'un qui vient pour juste apporter ses compétences à l'organisation, monnayant un revenu, ou c'est de vraiment mettre l'aspect solidarité, l'aspect bénévolat, voilà, et c'est-à-dire que privilégier cela au sein des organisations que nous avons. Alors, bonne question. C'est toujours la problématique d'avoir le juste milieu. Hein. Alors, vous avez parlé de l'aspect humain. Je vais distinguer. Lorsqu'on est dans les entreprises, parce qu'on a parlé de l'école des relations humaines qui invitait à mettre l'humain au centre des entreprises. C'est-à-dire, quand nous sommes dans la situation des entreprises, même si l'objectif visé, c'est la rentabilité, il faut tenir compte de ce qu'on appelait les conditions de travail. Il faut se dire que c'est l'homme qui est au centre. C'est l'homme qui travaille. C'est vrai qu'il travaille et en contrepartie, il doit avoir quelque chose. Mais lorsque vous négligez le côté humain, le fait qu'il est humain, il a des ressentis, il a des émotions, il a des difficultés dans la vie de tous les jours. Et si vous lui demandez une rentabilité, une efficacité, alors que socialement, il n'est pas intégré dans l'entreprise, ça pose problème. Donc, voici pourquoi on parlait de le caractère humain de l'entreprise. Mais votre question se précise au niveau des ONG. Vous avez dit, est-ce qu'on vient pour gagner ou bien... Voilà, là, c'est la problématique, hein, parce que et je vais partir avec un proverbe qui dit que la belle cage ne nourrit pas l'oiseau. C'est-à-dire, même si c'est dans des ONG à but humanitaire, ceux qui y travaillent gagnent leur vie. Est-ce que vous voyez la gymnastique? Ceux qui y travaillent, c'est un travail à plein temps. Donc, ils ont droit à un salaire. Maintenant, mais cela n'enlève pas non plus le caractère humain de la spécificité de l'ONG. Et donc, souvent,
ça peut être considéré comme une entreprise parce que ceux qui travaillent, les permanents, ceux qui sont là permanemment, c'est devenu un lieu de travail. Et on peut aussi les exiger toute la rentabilité, pourquoi pas. Ça, c'est en ce qui concerne ceux qui travaillent à l'intérieur. Voilà. Mais maintenant, lorsqu'on a une compétence, lorsqu'on a de la ressource et qu'on décide de travailler dans une ONG, très souvent, c'est parce qu'on est d'abord, on a le sentiment d'aider, on a la solidarité au bout des ongles et on veut faire profiter un certain nombre de catégories de personnes, voilà, et de ces compétences-là. Là, on peut modérer. Là, ça peut être au niveau du salaire, on ne va pas être très regardant, c'est au niveau des avantages, même s'il y a peu d'avantages, on peut se sacrifier de temps en temps, voilà, pour aider, parce qu'on sait que derrière, il y a des personnes vulnérables, voilà. Ça, ce n'est pas à comparer avec une entreprise, par exemple, qui fabrique, pourquoi pas, des armes, où vous allez monnayer sans pitié vos compétences. Mais si c'est une ONG qui s'occupe de l'humanitaire, voilà, même si le salaire n'est pas souvent intéressant, vous pouvez être captivé à y rester. Voilà, donc, je ne sais pas, je suis en train d'expliquer comme ça pour avoir la chance de répondre à votre question. Est-ce que vous avez l'impression que c'est ça votre préoccupation? Oui, effectivement, c'est comme la conclusion, c'est vraiment cet équilibre du juste milieu là, voilà, qui est important. Et puis aussi dans les présentations, il y avait l'aspect aussi de la motivation sur lequel beaucoup d'auteurs sont revenus. Voilà, parce qu'également, force est de constater qu'au niveau des financements, il y a beaucoup de structures qui financent le travail des organisations, surtout locales, nationales, sans tenir compte que dans tout ce fonctionnement-là, c'est comme vous l'avez dit tout de suite, il y a ceux qui sont engagés, il y a également le personnel support, voilà, qui est obligé de gérer des aspects logistiques, des aspects comptables, voilà, et donc c'est aussi un problème que les organisations ont de plus en plus. Voilà, sinon, merci, je pense qu'avec l'idée du juste milieu, voilà, l'engagement et puis la motivation, voilà, je trouve réponse à la question. D'accord. Alors, on a eu la seule femme qui ne demande pas la parole, mais bon, elle peut faire un commentaire. C'est Madame Bansé Fatmata. Alors, mais je vais donner la parole à Monsieur IT System qui a levé la main depuis longtemps. Oui, allô? Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Aruna Wedrao, je suis de l'association SOS NS Défi. Moi, c'était juste, c'est juste pour faire un commentaire et aussi citer aussi la réaction aussi de l'honorable. C'est pour dire que, bon, depuis un certain temps, quand on regarde au Burkina Faso, on voit que la tendance de la quasi-totalité des associations, c'est vraiment à être politisé. Et je me dis que c'est de voir comment on peut, en tout cas, travailler. Je sais que tout récemment, avec la loi 064, et on a même interdit certaines personnes de ne pas prendre de ne pas pouvoir être sur les deux côtés, être dirigeant d'une association et également aussi être membre aussi d'un parti politique. Bon, on a vu que bon, cela est resté comme ça et on a vu des élections se sont passées, il n'y a pas eu de plainte. Bon, les gens préfèrent garder ça comme ça parce que ça profite tout le monde. Oui. Donc, je me dis que ça va être intéressant que quand même, ça soit quand même un sujet qu'on puisse voir pour travailler à ce que les associations puissent garder vraiment leur mission régalienne et travailler vraiment pour l'intérêt général vraiment de nos communautés. Voilà. Au-delà de ça également, c'est de voir qu'est-ce qu'il faut. Parce que quand on regarde au Burkina, les associations semblent se confondre avec les individus. C'est-à-dire que dès que l'individu passe, bon, on a tendance à voir que la structure commence à dégringoler. C'est comme on a tendance à patrimonialiser les choses,
je me dis que ça va être intéressant. Je sais qu'ici, bon, il y en a qui sont responsables de structures et d'autres sont les représentants des structures. C'est de voir quels sont les conseils utiles qu'il faut pour qu'on puisse travailler à ce que nos structures soient fortes et ne pas dépendre beaucoup vraiment des individus. Voilà. Okay. Donc, c'est ça. Et alors, vous voyez que aussi, ouais. plus les structures se confondent aux individus, plus on a tendance à aller vers la corruption et souvent aussi qui ne favorise pas vraiment les aspects de méritocratie. Ça, c'est vrai. Alors, merci beaucoup. Vous avez soulevé vraiment des points très intéressants en termes de débat, surtout en ce qui concerne la politisation des associations, c'est ce qu'on peut dire. Alors, rien que hier, il y avait un débat sur les partis politiques au Burkina Faso et le directeur général des associations et des formations politiques disait qu'au Burkina Faso, il y a 272 partis politiques et formations. Et effectivement, vous avez bien fait la remarque, hein, très souvent, les gens confondent les deux. Ce n'est même pas que les gens confondent les deux, c'est un flou. Alors, on va vous dire, si vous voulez faire une association, il y a toujours un article qui dit que l'association est apolitique, ce qui est vrai. Mais vous allez vous retrouver effectivement que soit cette association, elle va se retrouver à mener des activités soit pour soutenir un homme politique, soit pour soutenir un parti. Voilà. Et ça, c'est vraiment un flou qu'il faut lever parce que ça, si vous voulez, ça biaise beaucoup de choses. On a même vu au Burkina Faso des associations qui ont été à la base de changements profonds politiques et ça crée des problèmes. Si une association appelle à voter un tel ou bien à modifier un tel, donc ça devient un problème. Il faut clairement situer les responsabilités et il faut que ce équivoque-là soit levé. Parce qu'ils font la politique. J'ai même vu, parce que je suis un homme politique, j'ai même vu des responsables des associations qui sont, comment dirais-je, membres des partis politiques. C'est-à-dire, ce n'est pas n'importe quel membre. Par exemple, quand vous êtes dans le bureau exécutif ou bien dans le bureau politique d'un parti et vous êtes en même temps un chef d'une association, je dirais pas un président, ça sème quand même un flou. Donc, la loi devrait être assez claire. Mais bon, vous savez, nous sommes en Afrique, hein, on peut dire qu'il y a d'autres qui passent par les associations pour briguer même des mandats. On a vu des gens qui sont passés par une association et tout ce qu'ils auraient fait dans l'association, ils l'ont capitalisé pour se lancer en politique. Généralement, c'est l'antichambre des partis politiques. Donc, voici ce que je peux dire. En tout cas, à mon avis, il faut clairement lever l'équivoque. Sinon, ça sème un trouble. Ça veut dire que ce sont des gens qui viennent pêcher en nos troubles. On ne peut pas dire qu'on ne fait pas la politique, mais derrière, on fait vraiment la politique active. Donc ça, vous avez parfaitement raison. Et en tant que politique, je peux réagir à ce niveau. La deuxième problématique, c'est effectivement le fait que les associations ne survivent pas à leurs fondateurs. Et là aussi, c'est la réalité africaine. C'est comme les partis politiques. Le monsieur va créer son parti, il va devenir vieux, il croule, mais c'est lui. Et dès lors qu'il disparaît, le parti n'existe pas. C'est la même chose pour les associations. Or, dans le cas des associations, si c'est effectivement à but non lucratif, ça ne devrait pas être le cas. Et voilà pourquoi l'objectif, c'est quoi? C'est de la bonne gouvernance dans ces associations et dans ces ONG. Parce que si la bonne gouvernance est bien menée, en principe, n'importe quel membre de l'association ou de l'ONG peut substituer, pour ne pas parler comme Maman, le président fondateur. Voilà. Lorsque dans les associations, on arrive à des présidents fondateurs des associations qui disparaissent, là, c'est un problème. Ça veut dire qu'on n'aurait pas fait les choses dans le cadre de la bonne gouvernance. Et là, comme vous l'avez si bien dit, au lieu que ce soit l'intérêt public, au lieu que ce soit à but non lucratif, ça peut devenir un paradis, je ne dirais pas paradis fiscal, mais un paradis où les gens se cachent pour s'enrichir. Voilà, donc voici ce que je peux dire. Je ne sais pas si, est-ce que c'est dans ce sens que vous avez posé des questions. Est-ce que vous trouvez que ce que j'ai dit, ça répond un peu. Et merci pour le commentaire. Ça va, ce Comporé? Bonsoir, docteur. Bonsoir.
Voilà, moi j'avais une question, mais avant la question, je voudrais faire un petit commentaire sur ce que vous, par rapport à la réponse que vous venez de donner. Euh, de mon point de vue, parler de la séparation des, des acteurs, des associations, partis politiques, je pense que je pense que amener une loi, par exemple, à faire cette séparation ne serait pas opportun, en fait. Ce serait pas opportun. De mon point de vue, ça, c'est de ma propre expérience, pour ce que je sais, parce que très souvent, on copie beaucoup plus les choses de la France. Mais il est assez fréquent de voir, par exemple, des hommes politiques français et en même temps être responsables d'associations. Voilà. Mais tout le problème, c'est quoi? C'est au niveau du statut de l'association qu'il faut peut-être être un peu plus strict. Parce que la plupart des associations disent dans leur statut que non, les membres doivent en tout cas avoir une attitude assez responsable qui les distingue en tout cas de toute activité politique. C'est ça. Ça veut dire quoi? Si vous êtes un acteur politique et que vous êtes également responsable d'une association, c'est par votre attitude que vous ne devrez pas créer une confusion au fait. C'est ça. Et les statuts en eux-mêmes devraient être en mesure de régler ces genres d'attitudes au fait. Pour moi, c'est quoi? Pour moi, je me dis que ce sont des trucs qui sont faits expressément, mais je n'ai parce que pour moi, le fait, par exemple, de vouloir dire d'accepter l'un ou l'autre, de ne pas pouvoir être dans les deux, c'est entre autres restreindre la liberté, au fait. Non, non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Peut-être que je ne me suis pas fait bien comprendre. Okay. Je n'ai pas dit que si vous êtes dans une association, il ne faut plus faire la politique. Ok. Voilà. Parce qu'effectivement, tout le monde a droit de faire la politique. Et la bonne politique, c'est aussi, ça vise ça doit être à but non lucratif même, puisque un parti même, c'est une association. Voilà, donc peut-être dans l'expression, je me suis mal exprimé, mais c'est justement là où il faut mettre le doigt, c'est ce que vous avez dit. C'est à travers l'attitude du responsable. Il doit faire la part des choses. Mais est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce qu'en Afrique, est-ce qu'on fait la part des choses? Ce n'est pas qu'on copie la France, mais généralement, quand nous veut tropicaliser les choses, ça devient une complication. J'ai pris l'exemple des associations qui rentrent dans le débat politique, alors que certainement leur statut dit c'est apolitique. Bon, une association qui s'élève, qui marche pour qu'on modifie l'article, quoi, ou bien qui marche derrière. Bon, non, ça, c'est pas. On peut aller voir le statut. Est-ce que c'est politique? Là, moi, je trouve que c'est. Voilà pourquoi je dis là, ils sont en train de pêcher en eau trouble. Si c'est politique, il n'y a pas de souci. Les partis politiques se connaissent, les acteurs politiques se connaissent, ils s'attaquent en bonne et due forme. Mais lorsque vous passez par le biais d'une association et vous menez des activités purement politiques, c'est là que je dis qu'il y a un problème. Sinon, la même personne peut tout faire. C'est comme on joue des rôles. Nous jouons chaque jour des rôles sociaux. On est père la nuit, on est mari le matin, on est patron voilà, dans la journée. Si les gens arrivent à savoir les contextes et de dire ici j'agis en homme politique, je ne dois pas confondre ici j'agis en responsable d'association, il n'y a pas de problème. C'est le mélange des rôles souvent. Ouais, je suis vraiment d'accord avec vous. Et je pense qu'il y a deux enjeux ici à soulever. D'abord, c'est en ce qui concerne d'abord les responsables. Le deuxième élément, c'est la spécialisation des associations, au fait. Oui. Ça veut dire que je sais qu'à partir d'un certain moment, en tout cas dans un passé récent, depuis un certain moment, lorsque vous voulez créer une association, on vous demande de ne pas aller au-delà de 2 domaines. C'est-à-dire on essaie de délimiter un peu vos domaines. Je pense que c'est assez intéressant quand c'est comme ça parce que entre-temps, à un moment donné, on s'est rendu compte que les associations mettent presque tout dans leur statut et à tout moment, ils peuvent tout faire. Et du coup, ça crée de la confusion. Ok. Maintenant, moi, il y avait une question maintenant, mais ça, c'était par rapport à la définition de l'économie sociale et solidaire. D'accord. Voilà. Dans votre support, vous avez dit que ce sont toutes les organisations de caractère privé, social, à but
non lucratif relève de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Mais d'abord, est-ce que C'est quel est le diapositif? Oui, dans le diapositif, voilà. D'accord. Est-ce que on peut concevoir les entrepreneurs sociaux, l'entreprise sociale, oui, comme faisant partie de ces éléments dont vous citez? Ça, c'est une première question. La deuxième question, c'est est-ce qu'il y a un cadre réglementaire en ce qui concerne l'économie sociale et solidaire? Parce que c'est un terme émergent, mais moi, personnellement, je ne suis jamais arrivé à comprendre le contenu et le fond vraiment de tout ce concept-là. Voilà. Du coup, c'est quoi? Ça fait partie de ce qu'on appelle les économies locales. C'est que lorsqu'un réseau d'acteurs se mettent vraiment ensemble qu'on peut parler d'économie sociale et solidaire concernant ce territoire-là dans lequel ces acteurs-là sont, où comment ça se perçoit de façon concrète au fait? Ouais. Alors, donc, une question à plusieurs ramifications. Effectivement, on a parlé de l'économie sociale, comme on l'a dit, qui se définit comme un type d'organisation collective de la production des biens ou des services qui vise a priori, voilà, à subvenir aux besoins d'un groupe de personnes telles les mutuelles, les associations et les coopératives. Alors, partir du fondement qu'effectivement, comme c'est une organisation, elle a besoin, elle a des besoins. Elle a des besoins, mais elle peut aussi effectivement produire des services et pourquoi pas les biens, les vendre, mais rester dans la dynamique et dans l'élan de la solidarité. C'est un peu ça. C'est une économie, même vous connaissez l'économie familiale. L'économie familiale, c'est pas des chiffres d'affaires, mais ça permet la régulation et la satisfaction des besoins primaires des membres d'une famille. Et c'est ça qui fait qu'on peut monter un peu à l'échelon et parler d'économie sociale et solidaire. Comme on a dit, ce ne sont pas des grands groupes, ce ne sont pas des intérêts financiers, mais c'est une forme d'organisation qui permet de produire, mais de revendre des services, mais juste pour vraiment satisfaire aux besoins. Et vous voyez qu'ici, on ne parle pas de la satisfaction de besoins d'un individu. Parce que si c'est un individu, ça devient un opérateur économique, ça devient un chercheur d'argent, ça devient un businessman. C'est là le caractère solidaire et le caractère social de cette forme d'économie. Bon, maintenant, vous l'avez dit, est-ce que ça va dans le sens d'une entreprise sociale? Bon, j'avais envie de vous poser la question, quel est votre entendement de l'entreprise sociale? C'est quoi l'entreprise sociale? L'entreprise sociale, de mon entendement, oui, ce serait cette forme d'organisation-là. Oui. Qui sans, en tout cas, sans se priver de faire de la lucrativité, oui, s'investit pour des questions de solidarité comme l'environnement, comme la société, l'intérêt de la société, l'intérêt public. En tout cas, elle prend cela en compte, en tout cas, dans le cadre de ses activités. Voilà, effectivement. Donc, ça veut dire qu'en toile de vie, même si c'est une entreprise, l'objectif n'est pas de faire quoi? De chercher rien que de la rentabilité au détriment d'une cause, comme vous l'avez si bien dit, l'environnement, ou bien au détriment de n'importe quelle mœurs ou des valeurs. Ça veut dire que les entreprises sociales, ce sont des entreprises qui défendent des valeurs. Est-ce que vous voyez? Et qui font de l'économie, mais une économie qui reste toujours solidaire. Voilà, une économie qui reste toujours solidaire. Donc, on peut dire que c'est à peu près dans la même veine. L'objectif étant de ne pas miser trop sur le profit, parce que j'ai envie de dire que la plupart de nos problèmes dans ce monde, c'est la primauté de l'avoir. Vous voyez, même nos vies ont changé parce qu'on est beaucoup plus gourmand. Lorsqu'on rentre dans le cumul ou dans l'accumulation des biens, des services,
on se gave de biens, plus on se gave, plus on en a besoin. Les riches ne sont jamais fatigués d'avoir de l'argent. Donc, c'est une forme d'introduire dans l'économie la morale pour dire qu'un peu de vin, un peu de pain, on peut rivaliser les dieux avec le bonheur. Donc, et parce que si on raisonne uniquement avec une vision capitaliste, on va se rendre compte que tout le monde dans la société ne peut pas suivre le rythme. Et du coup, on va laisser sur le carreau un certain nombre d'acteurs. Voilà. Et beaucoup de populations ne peuvent pas suivre le rythme de la vie du monde actuel. Donc, on revient à la solidarité. On dit, même si on va faire des profits, il faut faire attention. On ne doit pas économiser sur le sang, on ne doit pas économiser sur la misère, on ne doit pas économiser parce qu'on a des valeurs. Maintenant, vous avez terminé aussi votre intervention. C'est d'abord, c'est des concepts que vous n'y croyez pas trop. Peut-être ça ne colle pas à notre réalité. Bon, j'ai toujours dit dire que notre souvent malheur, c'est ça. On nous fabrique des concepts, on nous les envoie, on nous demande de les tropicaliser, mais il est souvent intéressant de regarder qu'est-ce que ça correspond dans notre vie quotidienne. Voilà, peut-être la solidarité, l'économie, mais peut-être si vous le voyez dans le village, vous allez vous rendre compte que vous pouvez avoir les prémices de l'économie sociale. Vous allez voir des commerçants qui, c'est vrai, ils ont la latitude de vendre cher la cola, mais dans les pratiques de tout le temps, vous allez vous rendre compte qu'il fait un service. Pourvu qu'il n'y ait pas manque de cola au village, mais ce qui l'intéresse, ce n'est pas vendre la cola pour se construire des grandes maisons, ce n'est pas vendre la cola pour avoir des peu. Donc, il y a cet esprit toujours de partage, même si derrière le partage, il y a un service qu'on vend ou bien il y a un service qu'on rend. Voilà. Mais c'est un débat très ouvert, surtout, et même j'ai l'habitude de discuter avec mes étudiants, je dis, bon, le terme de développement, qu'est-ce que ça vous renvoie dans votre propre culture? Si on nous dit, nous, les Dioula, les Samo, les Bissa, on dit de définir le terme développement dans la langue, on va se rendre compte que c'est compliqué. Chacun va donner un concept propre, mais ça veut dire que ça a été conçu ailleurs et ça nous a été appliqué et on est toujours obligé de courir derrière d'autres concepts pour expliquer, ce qui fait que comme on n'est pas concepteur de ces concepts, si je peux m'exprimer ainsi, à l'application, à un certain moment, on se retrouve dans un flou et on ne sait pas finalement à quel but. Est-ce que c'est ça? On est dans la même logique, ce qu'on pourrait? Ça va. D'accord, ok. Merci encore. Merci beaucoup, monsieur Teignan. Et il y a Aruna qui... Alors, il y a quelqu'un qui vient d'arriver, c'est Mass Lady. Bon, alors, donc, Teignan, allez-y. On va prendre Lady. Je vous écoute. Ok, merci pour la parole, monsieur. Moi, je voulais intervenir un peu sur la responsabilité des entreprises. Vous avez dit qu'une entreprise qui fait du profit, du moment où elle prend en compte certains aspects, l'environnement et tout, on peut considérer qu'elle est une entreprise sociale, si j'ai bien compris. Je me dis, si on doit prendre en compte cet aspect-là, est-ce que tout ce qu'il y a comme des entreprises, disons minières par exemple, qui s'intéressent beaucoup plus de nos jours à tout ce qu'on appelle la responsabilité sociale des entreprises. Elles donnent souvent des fonds pour peut-être prendre en compte certains aspects, mais on sait en même temps que c'est des entreprises qui amassent beaucoup et après leur départ, les populations sont restées dans le désert. Est-ce qu'on peut les considérer aussi comme des entreprises sociales? Ah non, on ne peut pas les considérer comme l'entreprise sociale à mon entendement parce qu'effectivement, la responsabilité sociale de l'entreprise, elle est différente de l'entreprise sociale à mon entendement. Pourquoi on en est venu à la responsabilité sociale de l'entreprise? Parce qu'effectivement, on a constaté à un certain moment, comme vous l'avez si bien décrit, que les entreprises faisaient beaucoup de bénéfices au détriment d'un certain nombre de choses. Une entreprise s'insère dans une commune, dans une province. Si c'est une entreprise minière ou autre chose, d'extraction de quelque chose, elle va détruire complètement l'environnement. Et quand elle va partir, elle va vous laisser des tombeaux des montagnes qu'elle va même pas prendre le soin de boucher avant de repartir. Et donc, on a dit, bon, alors, puisque ces ressources-là sont épuisables, au moment où vous êtes en train de ramasser, si je peux exprimer votre thème, si je peux emprunter vos mots, il faut penser à une récompense.
la population qui est détentrice de ces richesses-là, quelle est sa part de gain direct? Ça, parce qu'on va toujours vous opposer l'argument que oui, il paie des taxes, et il y a une part de l'État à l'intérieur, et on va dire non, comme nous payons des taxes, on n'a pas une obligation envers les populations. Alors que non, il faut que la population qui vit immédiatement, puisque c'est elle qui va être la première victime au niveau des dégradations de l'environnement, il faut que, en plus des taxes et des autres prébendes que vous reversez à l'État, il faut penser à la population. Et c'est là la notion de la responsabilité sociale. Donc, si vous êtes une mine, on va vous demander quand même de regarder le CSPS qui est à côté, qui manque de lit, ou qui n'a même pas de mur. Alors, il faut que vous investissez quelque chose. Les enfants qui ne vont pas à l'école parce qu'il y a manque de classe, il faut. Ça, c'est la responsabilité sociale. Et effectivement, elles vont s'engouffrer à l'intérieur. Elles vont s'engouffrer à l'intérieur, pour se laver, si je peux dire comme ça, la conscience. C'est dire que voilà, nous sommes une société quand même, on pense à la société, on n'est pas seulement misé sur le profit. Alors que l'entreprise sociale, à notre entendement, ça part de la défense des valeurs. Une entreprise qui dit, bon, écoute, le problème de la dégradation de l'environnement, c'est un problème crucial. Nous allons faire une entreprise qui va certainement, pourquoi pas, faire la promotion des produits biodégradables. Si vous voyez, c'est une façon de faire une entreprise, mais en partant sur la base que c'est pour protéger un certain nombre de valeurs, par exemple l'environnement. Donc, vous voyez la part de la différence entre la responsabilité sociale et l'entreprise sociale. Voilà. Je prends un autre exemple. Bon, moi, j'ai trop caricaturé, vous allez m'excuser. Voilà, on peut mettre en place un restaurant. Je crois que j'en ai même vu dans la vue de Ouagadougou. Un restaurant qui, ce sont les servantes, c'est-à-dire les filles mères, les filles en difficulté, qui servent là-bas. On peut dire que c'est une entreprise sociale. Ça veut dire que les filles qui, en temps normal, n'ont pas d'aide dans la ville de Ouagadougou et peuvent être tentées par la prostitution, on les récupère, mais on fait un restaurant et où elles servent. Donc, elles ont de l'activité, elles sont valorisées à travers les rôles qu'elles jouent là-bas, mais ce restaurant va les permettre de se nourrir, elles vont avoir des salaires, elles vont s'occuper des enfants dont personne n'en veut, et ça va les éviter, comme on le dit, la loisiveté étant la mère de tous les vices. Donc, voici un peu ce que je pense sur ces deux concepts. Est-ce que ça vous va? Merci bien, oui, c'est très clair avec ces exemples concrets. Merci. D'accord, ok. Merci. Alors, qui veut parler? La seule dame, vous ne prenez pas la parole? Il y a Tian qui a lavé la main aussi. Ah, allô? Oui, allez-y. Voilà. Donc, moi, c'est Tian Sayuva de l'Association Monde Rural. Ah, d'accord. Ah, ok. Voilà. Je vous écoute. Merci bien. Donc, en fait, je vais réagir par rapport à un certain nombre de préoccupations qui avaient été soulevées par certains participants. D'accord. Voilà, c'est notamment l'inclusion des associations au niveau de la politique. Oui. Je pense qu'en réalité, la loi n'accepte pas cela que les associations s'immiscent dans la politique en réalité. Et si les associations arrivent à le faire, c'est une dérive en réalité. Et si on a bonne mémoire, voilà, si on a bonne mémoire, je me rappelle que il n'y a pas de cela 3, 4, 5 ans, des associations qui sont, en tout cas, qui ont voulu supporter des partis politiques qui sont vus leur récépissé retirer un moment au Burkina Faso. C'est ça. Voilà. Maintenant, concernant le caractère à but non lucratif, là-bas, en réalité, c'est la fonction objective de l'association, de l'entité qui détermine son caractère à but non lucratif ou pas. Parce que ce qui différencie en fait le but non bon, par exemple, souvent, quand on pose la question, on se demande est-ce qu'une association peut mener une activité lucrative? Mais oui, la loi prévoit que oui, puisque la fonction première de l'association n'étant pas de se faire du profit, mais pour pouvoir atteindre l'optimum social, c'est-à-dire le but qu'elle cherche, elle a nécessairement besoin de l'argent et elle peut mener une activité lucrative, mais en ce moment, c'est de définir au préalable la destination donc de ces activités, des revenus qui seront générés par cette activité. Lorsque ces revenus seront dirigés vers des actions
social pour aider d'autres personnes ou des membres de l'association, on est toujours dans le caractère à but non lucratif. Maintenant, pour ce qui concerne les coopératives, parce que eux, généralement, c'est des personnes, effectivement, qui conjuguent les efforts pour encore se faire en réalité un profit encore plus élevé. Par exemple, si on parle des coopératives de production de beurre de qualité qui trouvent qu'en réalité, on ne peut pas atteindre un marché assez porteur étant seul et qu'on se met en commun. Mais là-bas, le caractère à but non lucratif réside dans le fait que le bénéfice revient aux membres de la coopérative. Ça ne doit pas aller en fait au-delà des membres. Voilà. C'est ça. Donc, c'est ça également. C'est ça. Très bien. Donc, merci pour... Voilà. Allez-y. OK. Non, mais ça, c'était juste pour ajouter qu'effectivement, c'est de soutenir ce que vous venez de dire. Les mines, par exemple, bon, c'est vrai qu'ils ont souvent, ils se préoccupent des questions environnementales ou bien des questions sociales. Voilà, mais en réalité, c'est certainement des plaidoyers qui ont été faits pour que ces entreprises intègrent ces aspects-là dans leur fonctionnement. Sinon, la fonction première de ces entreprises, en réalité, c'est de faire sur du profit. Ouais, voilà, donc, mais c'est une amélioration de la gouvernance et de la gestion en prenant en compte deux aspects, qu'ils prennent en compte les aspects sociaux et environnementaux, parce qu'en réalité, souvent, même pour pouvoir générer et maximiser leurs profits, il faut qu'ils aillent du social, parce qu'on se rend compte que parfois, il y a des résistances des populations environnantes à leurs entreprises, par exemple. Donc, bon, en faisant cela, bon, ça leur permet en réalité de plutôt maximiser leurs profits. Voilà. Merci, c'est ce que je voulais ajouter à l'ensemble des... Merci beaucoup, vraiment merci pour vos interventions, ça contribue à éclaircir. Alors, Madame Constantine, vous avez la parole. Merci bien, j'ai pris les choses en cours. Ouais. Je n'ai pas suivi l'exposé. Ah, d'accord. Et je voudrais revenir un peu sur la composition de la coopérative. Je n'ai pas très bien compris. Vous avez dit un regroupement d'associations qui peuvent aboutir à la constitution de la coopérative. Et je suis de Locades Caritas Burkina Sed Nona et je travaille un peu avec beaucoup d'associations et de coopératives de femmes. Nous nous situons ici par rapport aux structures ou bien ces coopératives simplifiées que souvent que nous regroupons pour en faire des associations. Mais je vois que ce que vous aviez expliqué va dans le sens contraire de ce que nous faisons. Donc, je n'ai pas très bien compris. D'accord. Donc, est-ce que c'est par rapport au nombre de personnes qui composent ces structures? Oui. Par exemple, les coopératives simplifiées, ça peut aller de 15 à 20 membres jusqu'à 40 membres. Alors que la grande coopérative en tant qu'institution peut regrouper jusqu'à 25 coopératives simplifiées. Alors, est-ce que ce sont ces coopératives-là qui sont composées encore par des groupements d'associations? Ce n'est pas trop clair dans ma tête. Alors, bon, je crois que comme vous-même vous êtes sur le terrain, peut-être la pratique fait qu'à un certain moment, on a des habitudes. Sinon, ce que j'ai expliqué, c'est que lorsque vous parlez de membres, si vous êtes à 15, à 10, à 20, là, nous sommes dans le cadre d'une association. Okay. Par exemple, si vous prenez déjà le bureau d'une association, parce que l'association aussi, il y a des tailles. Ça peut être national, ça peut être provincial, ça peut être communal. Mais quand même rien que les membres qui sont dans le bureau, ils peuvent atteindre 15. Donc là, c'est une association. Mais la coopérative, c'est l'ensemble de plusieurs associations. Je peux dire que déjà 2 ou 3 associations forment déjà une coopérative. Okay. Et l'esprit, c'est comme ce qu'on a dit. Maintenant, on peut fourrer à l'intérieur ce que vous avez appelé simplifié. Et voilà, peut-être une coopérative simplifiée, ça peut être 3 ou 4 associations. Elle serait beaucoup plus complexe, ça tendra même vers une entreprise si ça va dans les 25. Et il y a même des coopératives qui ont une quarantaine d'associations.
Donc, c'est comme, je ne sais pas si vous êtes intéressé par la politique, mais c'est comme un parti politique et des formations politiques. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, quand on parle de formation politique, c'est plusieurs partis qui se mettent ensemble, mais ils ne perdent pas leur identité. Donc, dans une coopérative, chaque association garde son identité parce qu'elle peut toujours mener des activités au niveau associatif, mais la coopérative a pour objet de rassembler beaucoup pour ratisser large pour un bout de temps. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est cette différence que j'étais en train de faire. Donc, si c'est plusieurs associations, ça forme une coopérative. Mais si c'est les membres uniquement, ça peut se réduire à une association. Une association même peut avoir des... il y a des associations qui peuvent avoir 300 membres. Oui. Voilà. Donc, ce n'est pas la taille des membres, mais c'est l'objectif en se mettant ensemble. Comme je crois que c'est Kaï qui expliquait... Non, il y a un qui expliquait, par exemple, la complémentarité au niveau des ONG pour aller en consortium. C'est exactement la même chose au niveau des associations pour aller en coopérative. Parce que plus vous êtes en coopérative, plus vos gammes sont beaucoup plus élargies en termes de compétences, mais aussi en termes d'activité. En fait, il a oublié que ça durait. Est-ce que ça va? Ça va maintenant? Ça va, merci. D'accord, merci beaucoup, madame. Alors, Bansé Fatmata a levé le doigt en attendant qu'on revienne qu'on fait. Donc, vous avez la parole, madame Bansé. Madame Bansé est là? Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, j'avais de sérieux problèmes avec mon ordinateur. Ah, la connexion, ok. Donc, non, pas la connexion. Je ne sais pas ce qui se passe. Je n'ai pas le son sur l'ordinateur portable. Ah, d'accord. J'ai raté toute la présentation. Voilà pourquoi, bon, je n'ai pas levé le doigt depuis là. En fait, on n'a pas présenté. Le principe, c'est de faire une vidéo qu'on enregistre, on préenregistre. Vous suivez la vidéo et maintenant, vous nous posez des questions. Donc, la présentation n'est pas directe, mais sur le site, vous devrez avoir la vidéo. Ok, ok. On a fait la première partie, c'est l'immersion dans les ONG, dans les associations, où nous avons un peu défini voilà, l'association, les ONG, parler de l'économie sociale solidaire. Et puis, voilà, c'est ça l'objectif. Donc, ce n'est pas pour le moment, ce n'est pas le fonctionnement en tant que tel des ONG. Non, on n'est pas arrivé au fonctionnement, mais on y est parce que dans tous les cas, l'objectif étant le même. On a déjà abordé des questions très intéressantes sur le fonctionnement, voilà, surtout le caractère à but lucratif. Il y a beaucoup de débats autour de ça. Voilà, il y a aussi la confusion souvent ou l'immixtion des associations ONG dans la politique. Donc, je crois qu'on est en plein fonctionnement. Bon, mais en tout cas, il reste une partie qu'on va voir en présentiel. Moi, je voulais juste peut-être demander à ce qu'on apporte un aspect. Oui. J'ai travaillé dans beaucoup d'associations. Très bien. En tant que l'équipe opérationnelle. OK. Voilà, et parfois, l'équipe opérationnelle a du mal parfois à travailler. Oui. Lorsque le décisionnel est très, très impliqué dans les activités. Je prends un exemple. Lorsque quoi? Je n'ai pas bien saisi. Je donne un exemple. J'ai travaillé dans une association où j'avais comme agent l'épouse du président. Ah, d'accord. OK, OK. Voilà. C'est de ce côté-là, ça veut dire que c'est assez difficile. Parfois, on a à manager l'équipe, pas parce que on n'a pas humainement, du moins, on n'a pas la capacité de manager, mais il y a des considérations sociales, plein de choses qui font que c'est difficile de travailler dans ces conditions-là. Ouais, très bien, très bien. Ça, c'est une véritable problématique, hein. Et je peux même relier cette problématique à l'autre question. Il y a un qui avait posé la question, pourquoi les associations ne survivent pas à leur président fondateur, si on peut dire comme ça.
c'est effectivement, et vous savez, très souvent en Afrique, les associations, ça peut même prendre l'allure de famille. Vous allez même prendre les associations, vous allez voir que c'est une même famille. Donc, le monsieur est président, la dame est trésorière, ainsi de suite. Donc, quand c'est comme ça, ce n'est pas intéressant. Et c'est encore une fois de plus la question de la gouvernance des associations et des ONG. Ça pose cette problématique. Parce que même, voyez-vous, même quand vous êtes au niveau de l'entreprise, à supposer que c'est une entreprise commerciale, c'est même souvent très déconseillé que le couple travaille ensemble. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit, il y a des aspects affectifs qui vont rentrer de telle sorte que vous ne pouvez plus être objectif. Or, la bonne gouvernance, le bon management voudrait que tout le monde soit pris au même pied d'égalité. C'est-à-dire, il ne doit pas avoir une contestation du règlement, par exemple. Mais si vous êtes l'épouse du premier responsable de l'entreprise, ben, vous pouvez vous permettre de venir en retard si, excusez-moi madame, si le monsieur vous a fatigué la nuit. Parce que vous allez venir en tant qu'épouse de chef de l'entreprise. Or, vous, en venant en retard, vous contaminez les autres. Donc, il y a l'aspect affectif qui va rentrer dedans, parce que je donne un autre cours sur ça, donc ça me permet de faire des virées là-bas. Mais, justement, si les époux, ou bien les époux, ou bien les épouses, ou les enfants du président de l'association font partie de l'équipe, ça pose problème. Parce que ça va devenir une affaire de famille, et vous, en tant qu'opérationnel, vous aurez même tendance à avoir peur, à agir ou pourquoi pas, à contester ou bien à faire un certain nombre de remarques. Voilà, ça c'est de façon générale. Même si c'est dans une banque, si toute la famille est à l'intérieur, ça mettra toujours mal à l'aise les gens. Voilà. D'ailleurs, il y a des entreprises, il y a des banques qui interdisent des couples de travailler dans la même agence. Et de la même façon, parce qu'on sait qu'il y a des implications affectives. Donc, vous avez parfaitement raison. Pour la bonne gouvernance, même si l'épouse veut travailler parce qu'elle peut avoir des compétences aussi, c'est son droit de travailler, elle doit se soumettre à toutes les conditions de son niveau. Voilà. Si elle n'est pas manager, elle ne doit pas se mettre au niveau de manager. Si elle est agent simple, elle doit agir. Elle doit aussi permettre même que les gens critiquent, parce que souvent c'est ça. Un tel a dit ceci, un tel a dit, bon, ou bien quand on voit la dame qui vient, on ne va pas dire un certain nombre de choses, alors que ce sont les réalités qu'on vit dans la situation. Voilà. Est-ce que c'est ça? Il y a ça. D'accord. Il y a aussi le fait que les membres fondateurs de l'association, oui, du fait des exigences des bailleurs, ne peuvent pas occuper certains postes de responsabilité par rapport à leur niveau. D'accord. Même la personne qu'ils embauchent, qui doit normalement coiffer toute l'équipe opérationnelle, se trouve en train de travailler, de demander des rapports à son président ou bien à son trésorier. Ouais. Parfois, ça joue même sur les délais, ça joue sur l'efficacité et tout, parce que bon, vous demandez à votre président de vous transmettre son rapport d'activité que vous êtes censé consolider avec tous les autres pour transmettre au bailleur, mais le président il prend tout son temps et parfois, voilà, c'est compliqué. Je pense que comme nous sommes dans des associations déjà, des aspects sur lesquels il faut qu'on se penche pour que ceux qui vivent ces situations-là, après que les responsables sachent que ça ne facilite pas le travail en fait. C'est vrai. Je vais vous donner l'anecdote. Moi, après, quand je suis rentré des études, je me suis rendu compte dans ma commune qu'il y a des gens qui prospéraient comme ça. Bon, prospérer au village ou bien dans la commune, c'est quoi? Avoir un véhicule, une maison acceptable. Et la constance était que ce sont des responsables d'associations. Donc, autrement dit, vous pouvez gagner votre vie si vous animez des associations. Si vous êtes président d'une association, si vous avez plusieurs associations. Et donc, à un certain moment, j'avais vu ça comme si c'était du commerce qui ne disait pas son nom. C'est-à-dire, au nom des associations, voilà, on fait des choses, on présente des très bons résultats, on regarde, et vous avez en permanence des financements. Mais justement, les partenaires aussi ont favorisé cela
parce qu'on prend toujours les mêmes. Parce qu'on s'est dit que quand vous voulez intervenir dans une province, dans une commune, vous dites, ah oui, oui, nous avons l'habitude de travailler avec ça, ça se passe très bien avec un tel. Et donc, au lieu qu'on diversifie le financement et qu'on ratisse large, on va se rendre compte que le même financement de tous les bailleurs, de tous les organismes, c'est sur une même personne. Donc, ça rend la personne riche et comme vous l'avez si bien dit. Et très souvent, ce sont des personnes même qui n'ont pas un très bon niveau et pour produire des rapports. Mais voilà, ils vont mettre quelqu'un, leur homme de main qui va gérer tout cela. Bon, finalement, ça devient du business. Ça existe. Voilà. D'accord. Allez, ça va? Vous voulez intervenir sur un autre point? Non, c'est bon. C'est bon. Merci. Ah, d'accord. OK. Monsieur Confé, vous avez attendu, vous avez la parole. C'est Aruna. Confé? Oui, docteur. Oui, vous avez la parole. Pour rigoler, j'ai comme l'impression que Madame Bansé et moi travaillons ou avions travaillé dans la même organisation. Oui. Effectivement, comme elle l'a si bien dit, c'est véritablement pas simple, quoi. Et effectivement, vous êtes dans une organisation parce qu'on vous a fait appel en fonction de vos compétences, en lien avec, en fait, un financement que l'organisation a reçu. Vous êtes là justement pour appuyer l'organisation pour la mise en œuvre ici, donc, du projet en question. Et vous vous rendez compte où, dans la mise en œuvre, on vous apporte, vous n'avez pas les mains libres. On vous envoie des gens, des proches qui véritablement ne peuvent pas faire le travail. Et vous êtes obligé de fonctionner avec, parce que vous n'avez pas les mains libres. Donc, ça revient en fait à la question du business. Les gens, ils créent les structures, c'est du business, et puis voilà, c'est comme ça. Quand vous ne voulez pas, ou quand vous voulez mettre de l'ordre, vous n'avez qu'à continuer, quoi. C'est malheureux, mais bon, en réalité, sur le terrain, c'est ce qui se passe. Voilà. Et c'est comme vous l'avez noté aussi, c'est ça, malheureusement, quand les bailleurs ou les partenaires, ils veulent intervenir dans une localité, et généralement, de bouche à oreille, bon, il y a telle structure qui est là, en tout cas, qui est sérieuse, alors que, bon, elle est inondée de projets. Le fait de ne pas d'utiliser les mêmes acteurs pour les différents projets les rend inefficaces. Et ça joue sur, en fait, les rendements. Et c'est ce qu'on a sur le terrain ici. La structure est là avec 5-6 projets et c'est les mêmes acteurs. On refuse de recruter des gens, c'est les mêmes acteurs qui sont sur tous les projets. Et du même coup, ça ralentit tout. Mais bon, ça renvoie en fait à la question vraiment du business. La gouvernance. Voilà, la gouvernance. Dans tous les cas, vous avez utilisé le terme du business. Si effectivement les ONG et les associations sont conçues comme des business, ça va se savoir rapidement. Voilà pourquoi à un certain moment aussi, il y aura une raréfaction, tarification des, non, pas tarification, la raréfaction des financements. Parce que, comme on l'a si bien dit, si on prend 2-3 projets, on n'arrive pas à les exécuter, bon, ça va avoir un impact que vous perdez un peu de crédibilité. Et on voit souvent des partenaires qui ont beaucoup de moyens, qui veulent investir, mais le fait qu'il n'y a pas de partenaires, en fait, il n'y a pas des ONG ou associations sérieuses, bon, c'est des opportunités qui passent à côté. Pourtant, ce ne sont pas les bénéficiaires qui en manquent. Donc, si c'est conçu, si c'est exécuté comme du business, ça peut bien durer, mais ça finira par se savoir parce que en matière de gouvernance, il y aura des failles. Et voilà pourquoi je crois que l'un des objectifs du cours, c'est de tout faire pour que le management puisse rester dans les normes recommandées. Voilà, comme sur les organes, les assemblées générales. Et d'ailleurs, on a dit qu'à la création, c'était sur une participation, libre expression, c'est démocratique. Voilà, donc en principe, tous les membres d'une association ou des ONG doivent avoir les comptes, ils doivent connaître, il ne doit pas avoir quelque chose de caché à l'intérieur, parce que c'est pour éviter ces trafics-là qu'on demande même à l'État de ne pas mettre, de ne pas être devant les ONG et les associations. C'est pour éviter ces trafics d'influence. Mais s'il faut déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul, c'est-à-dire chasser l'État, mais faire des maillas dans des associations et des ONG, bon, je trouve que la rentabilité est très faible. Donc, ce que vous dites, c'est assez juste. Monsieur Aruna.
Ok, merci. Je m'excuse, je ne voudrais pas polémiquer par rapport à la fonction des organisations de la société civile, mais je ne partage pas tout à fait l'analyse qui est faite par rapport à la participation des organisations de la société civile à un certain nombre d'activités, dont les manifestations. Parce que pour moi, quand je regarde l'analyse qui est faite, c'est vrai qu'on considère l'association au sens strict, la coopérative ou les associations humanitaires. Mais en réalité, aujourd'hui, il faut voir qu'il y a des organisations de la société civile qui font la veille citoyenne et qui ne s'inscrivent pas totalement dans comme les trois autres structures vraiment qui, pendant longtemps, qui ont existé. Donc aujourd'hui, les organisations qui font de la veille citoyenne, qui portent les préoccupations des populations, qui manifestent souvent, on doit admettre ça également comme pas forcément des activités, pas forcément de la politique, parce qu'il y a des organisations effectivement qui soutiennent des partis politiques, ce n'est pas le cas, mais ces formes d'organisation font partie aujourd'hui des activités d'un certain nombre d'organisations de la société civile qui font de la veille citoyenne. Donc, de mon point de vue, il faut qu'on élargisse un peu cette façon de voir et accepter que, bon, cette façon de faire également, ce n'est pas forcément de la politique. De toutes les façons, l'action de la société civile en tant que structure de veille, c'est de l'action politique, même si ça ne concourt pas à la conquête du pouvoir d'État. Parce que quand on n'est pas d'accord avec un certain nombre de choses, quand on veut qu'il y ait des changements, quand on veut qu'on prenne des textes pour réglementer un certain nombre de choses, c'est de l'action politique d'une certaine manière qu'on fait, sans pour autant faire la politique politicienne en tant que telle. Donc, je voudrais que peut-être qu'on élargisse ces champs pour ne pas rester vraiment au sens strict des associations qui sont créées pour peut-être au niveau local ou les ONG, parce que cette forme également participe également à l'action des organisations de la société civile. Merci beaucoup. Très bien. Je crois qu'on se comprend très bien. Hein. Je crois que c'est peut-être dans les explications. Mais vous-même, vous avez abordé, vous-même, vous avez répondu en fait à votre inquiétude. Parce qu'on a demandé d'avoir le rôle exact. Il faut jouer le rôle exact. C'est que vous dites, quand on parle de veille citoyenne, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. C'est le rôle même régalien d'une association, d'une ONG. Parce que, qu'est-ce qu'on a dit? Un des rôles des ONG, c'est quoi? C'est jouer contre-pouvoir. C'est-à-dire dénoncer et apporter une solution alternative à partir du moment où l'État n'arrive pas à jouer son rôle régalien là où c'est. Donc, ça ne peut que se faire à travers des dénonciations. Je prends un exemple. Si, en matière de droit, il y a des emprisonnements à tout bout de champ, si en matière de droit, on ne respecte rien des droits de l'homme, alors qu'il y a des associations qui défendent le droit de l'homme, le droit des enfants, le droit à la parole, à l'expression, d'intervenir, le droit de liberté. Bon, oui, si ces droits fondamentaux sont hypothéqués, à un certain moment, il faut monter au créneau, il faut les dénoncer. Voilà. Mais là où on dit, c'est quand l'association se transforme en parti politique bis. Voilà. Et vous l'avez si bien dit, l'association ne doit pas se mettre en conquête du pouvoir. Mais vous allez même vous rendre compte qu'il y a certaines associations qui sont beaucoup plus virulentes que les partis politiques même d'opposition. Et la virulence, c'est si vous analysez, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas seulement au seuil de la veille citoyenne. Ça peut aller au-delà, ça devient des actions politiques. On a vu des actions ici au Burkina Faso où ce n'est plus le rôle d'une association en tant que contre-pouvoir qui sensibilise, qui fait la veille citoyenne, mais ils ont pris la place des partis politiques pour désigner un tel, pour dire un tel va faire comme ça. Non, ça, il y a mal donne parce que les statuts ne les permettent pas. Les statuts permettent de contester, de faire de la veille citoyenne. Je prends un exemple. On a vu des associations qui sont allées faire des sittings à la Sonabel pour dire que oui, on ne comprend pas les factures, ainsi de suite. Ça, c'est tout à fait normal.
Même la politique policière, on n'a même pas dit que les associations ne sont pas libres de marcher pour la modification, oui ou non. On n'a pas dit ça. Mais quand il s'agit des questions politiques, savoir faire la frontière, ça pose problème. Voilà, c'est un peu ça. Mais en tout cas, les associations ne doivent pas aller braconner au niveau des... là où braconnent aussi les partis politiques. C'est un peu ça. Sinon, je suis parfaitement d'accord. Si on enlève les associations de la veille citoyenne, elles ne peuvent plus exister. Voilà, puisqu'elles doivent servir même de contre-pouvoir. Et c'est même tant mieux, aussi bien pour la démocratie que pour la gouvernance. Parce que l'État aussi a besoin d'un certain moment qu'on lui tire des oreilles de temps en temps. Et c'est tout à fait normal. Et vous allez même vous rendre compte qu'il y a des pays où les partis d'opposition ne jouent pas le poids. Dans ces cas, ce sont les associations, ce sont les ONG, ce sont les organismes-là voilà, qui pallient à ce manque. Voilà. Donc, pour moi, on dit la même chose. Mais il faut toujours de la limite parce que ce que la loi n'autorise pas, il ne faut pas s'y aventurer. Voilà. Maintenant, vous allez me poser la question peut-être, quelle est la frontière? La frontière, c'est à partir du statut. Voilà. Donc, un parti, une association ne doit pas conquérir le pouvoir. Et là où nous avons mis le doigt, c'est lorsque les gens utilisent, pourquoi pas, une association pour s'afficher dans un parti politique. Ou bien, ils récoltent ce qu'ils ont sémé dans l'association pour en faire des dividendes politiques. Et comme je le disais, moi, j'ai vu des responsables des associations qui ont commencé à donner des choses, on a applaudi, c'est bien, ah oui. Mais finalement, si ces gens se présentent comme des candidats politiques et qu'ils prennent des postes, des élus, bon, il faut reconnaître quand même que c'est faire la politique sans le dire. Ça va un peu, M. Aruna? Est-ce qu'on se Oui, comprend? ça va. Merci, Maintenant. ça va beaucoup. D'accord. Alors, la classe est silencieuse. Bon, si personne ne veut parler, je crois qu'on a fait le tour. Madame Bassé, vous avez quelque chose à dire? Madame Souri. Ceux qui voudraient bien prendre la parole. Ah oui, Kiswen Sida, vous avez la parole. On ne vous entend pas. Voilà, votre micro. Voilà, très bien. Ok. Maintenant, c'est bon? Oui, ça va. Allô? Merci. Je disais que je suis Kiswen Sida Kavoré de la Fondation Naturama. Et j'ai vu un président d'une ONG locale et qui a fait un poste et qui a demandé à ce que la population burkinabé vote un parti, que je vais faire le nom, parce que pour lui, ce parti est quand même proposé un bon programme qui va avec les objectifs de son ONG. Donc, pour revenir sur la question d'évolution des ONG dans la politique, du coup, j'ai essayé de poser avec lui pour voir est-ce que cela n'est pas interdit. Il m'a dit non, que ça fait partie de leur mission de combattre tous les. Donc, c'est pour revenir un peu sur ce que vous dites, qu'il y a des limites, il y a des interpellations, mais il y a des limites, ça devient trop flagrant, où ça va à l'encontre des statuts et des règlements, je me dis que c'est un peu compliqué. Mais à travers son explication, j'ai compris que, voilà, j'ai quand même essayé de l'encourager dans ce sens. Est-ce qu'à ce moment, on peut dire qu'il fait réellement de la politique à travers son nom? Ouais. Bon, vous avez raison. Et le président, s'il utilise le titre de président de l'association, bon, là, c'est quand même un peu flagrant. Et il peut se prononcer en tant que, voilà, individu, et voilà. Mais lorsqu'il met l'association devant au titre de l'association, bon, il faut reconnaître que ça peut être quand même, ça peut mettre mal à l'aise. Mais, il y a un mais, je voulais insister, il ne faut pas se tromper. Le principe doit être consacré, mais dans la réalité, il faut reconnaître que les associations sont des véritables terreaux politiques.
Voilà. Les hommes politiques, en tout cas, ça, c'est la réalité, hein. C'est comme des lobbying, hein. Ce sont des... Voilà, même dans les États les plus modernes, c'est comme ça, hein. Si vous voulez être élu, vous êtes obligé de ratisser large les réseaux d'amis, les réseaux des influenceurs, si on peut les appeler comme ça, les leaders d'opinion. C'est comme un chef de famille, non, un chef de village. Voilà, on sait qu'il y a du monde derrière. Donc, en temps de campagne et d'élection, on peut toujours demander de l'aide. Et donc, ce qui veut dire que, bon, comment je peux dire, parce que je suis partagé, je suis politicien, je suis aussi un homme de science, mais très souvent, il faut voir les choses aussi comme il faut. On est obligé souvent de coopérer avec les gens qui ont des associations, parce qu'ils sont connus. Ils sont connus, ils s'adressent à du monde. Voilà, donc, s'ils s'affichent à vos côtés, ça vous arrange, voilà, ça influence. Mais comme on l'a dit, il y a des gens qui savent le faire intelligemment, ils ne s'affichent pas et ils peuvent donner des coudées, voilà, dans l'ombre. Voilà. Mais bon, nous sommes en Afrique, hein. Même en Europe, je crois que c'est comme ça. Voilà. En Europe, il y a des ONG qui la population a voté tel ou tel parti passé, ce parti présente un projet de société qui va dans le même sens que leur ONG. Il m'a dit que dans ce sens, tant mieux. Bon, oui, là-bas, c'est... Bon, je ne veux pas toujours idéaliser le cas européen ou occidental, mais là-bas, on pose des règles de jeu. Ces règles-là sont claires et tout le monde essaie d'aller. Je prends l'exemple, vous connaissez l'homme connu, emblématique, Nicolas Hulot. Voilà, il ne faisait pas la politique, comme vous êtes naturellement, c'est un défenseur de l'environnement qui a des chaînes de télé, c'est une personnalité adulée par les Français parce que c'est parce qu'il ne faisait pas la politique qu'on l'aimait certainement. Mais à un certain moment, bon, les politiques l'ont fait appel parce qu'on se disait qu'ils pouvaient vraiment porter, comment dirais-je, un changement dans le domaine du climat. Alors, donc, soit on va le prendre, mais vous voyez, il n'a pas fait campagne, il a été nommé ministre. Il n'est pas politicien et quand il a fini, ou bien il a raté sa mission, je ne sais pas s'il l'a réussi, il est reparti, voilà, à ses anciennes amours. Donc, comme quoi, si c'est clair, et voilà, il y a même des partis qui sont écologiques. Voilà, là, c'est clair. Voilà, on défend une cause, on défend des valeurs, mais on sait pertinemment que pour changer les choses, il faut aussi s'engager en politique. Alors, parce que souvent, on s'engage en politique parce qu'on peut avoir travaillé beaucoup dans des associations. Et je voulais rendre hommage à un acteur de la société civile comme ça qui vient de nous quitter, le maire de Lumbila. Vous savez qu'il a fait beaucoup de choses dans le cadre des associations, dans le cadre de l'andragogie, dans le cadre de la pédagogie. Voilà. Mais quand il était engagé à un certain moment en politique, les gens ont dit, mais le vieux, il a tout eu, sauf il veut maintenant la honte, parce que comme si tous ceux qui s'engageaient en politique, ils cherchaient leurs propres bagarres. Voilà. Mais certainement, il s'est rendu compte que même si vous êtes de bonne volonté, même si vous avez des capacités de capter des financements, si vous voulez être dans la transformation concrète de la société, c'est en passant par la politique. Parce que être maire dans une commune, ça vous donne beaucoup plus de facilité et des outils pour transformer la vie de vos citoyens. Et si vous êtes responsable d'une ONG, vous êtes toujours obligé, quand vous êtes responsable de l'ONG, d'agir, mais vous n'avez pas les manettes de l'action. Donc souvent, ça peut pousser les gens qui ont des associations, qui animent des ONG. Et ils ont tous les moyens du monde, mais ils ne peuvent pas prendre la décision. Donc, il y a beaucoup qui sont tentés d'aller en politique à cause de ça, parce qu'ils veulent vraiment transformer, ils ont compris la limite du travail des associations. J'espère qu'on n'est pas en train de s'écarter du sujet, mais je crois que c'est toujours dans la logique. Ça va un peu? D'accord. Monsieur Thomas Ouedraogo, il nous reste 20 minutes. Oui, c'est pour... D'accord. C'est pour un peu faire un commentaire par rapport à la notion parti politique association. Oui. Je pense que bon, quand on regarde même le module 12, c'est principe et sociologie. C'est ça.
On allait également dans le principe, que ce soit de la politique ou de l'association, le principe de base, c'est d'être au service de l'humain, au service du citoyen. On ne devient pas un homme politique pour soi-même, mais un homme politique pour apporter un changement à la société au bénéfice des populations. Je pense que le but également d'une association, c'est d'apporter un bien-être à des bénéficiaires. Maintenant, la différence va se situer dans l'activité principale. Je pense que c'est là où vraiment la différence va se faire. Parce qu'une association qui veut travailler, par exemple, au bénéfice, j'allais dire, des orphelins, par exemple, comme vous avez pris l'exemple, au bénéfice des orphelins, si 90% de son temps est occupé à fustiger, par exemple, le gouvernement, et 10% simplement, c'est au bénéfice des orphelins. En fait, l'association se dévoie même dans son principe et dans son objet qui est édité dans ses statuts. Allô? Vous m'entendez? Oui, je vous entends maintenant. Ça n'empêche pas d'avoir des points de vue, de participer à la veille citoyenne, parce que tous autant que nous sommes, nous avons le devoir de participer à la bonne marche de la nation. Donc, je me dis, bon, il n'y a pas les lois sont claires, les objets également, les statuts des associations et des partis politiques sont clairs. Donc, il n'y a pas de confusion pour c'est maintenant dans l'action quotidienne, dans ce que nous faisons quotidiennement, qui montre que, bon, on n'est plus vraiment dans les textes que nous avons élaborés et adoptés ensemble. Et comme vous l'avez si bien dit, bon, c'est souvent les gens se mettent volontairement dans le flou. Sinon, que ce soit dans les lois ou même dans les fonctionnements, les choses sont claires. Et souvent, je sais que dans certaines organisations, quand on veut y entrer, on vous dit par exemple, bon, vous ne devez pas faire partie de l'organe dirigeant d'un parti politique ou certaines organisations, on vous interdit même d'avoir la carte du parti. Tout ça, c'est pour effectivement mettre des garde-fous sur ce que nous faisons. Mais comme vous l'avez dit également, bon, nous sommes des aides sociaux, on a nos points de vue au niveau de la famille, au niveau du quartier, on peut avoir une certaine influence, mais ça ne doit pas primer sur notre activité principale de tous les jours. Voilà ce que je voulais ajouter. Très bien. Vraiment, merci pour cet éclairage. Et même que dans le cours, on a pris même le parti politique comme une organisation, puisque nous sommes partis du principe, c'est quoi une organisation? Et parmi les organisations, il y a les associations, mais il y a même le parti politique même est une organisation qui demande le management. Et comme vous l'avez si bien dit, en temps normal, que nous soyons en politique ou bien en association, comme vous l'avez dit, c'est l'activité qui diffère. Sinon, ça devrait être les mêmes objectifs, c'est-à-dire être au service du grand nombre et de solidarité. Le vrai sens de la politique, c'est quoi? C'est comme disait l'abbé Pierre. Donc, c'est là de rendre possible, souhaitable. Donc, la bonne politique, c'est faire changer la vie des gens, ce qui suppose que ce n'est pas le changement de votre propre vie qui est en jeu. Voilà, c'est agir pour changer la vie d'une communauté de façon positive, de façon claire, de façon démocratique. Bon, maintenant, quand on y rentre, certainement, il y a une déformation. Voilà pourquoi, pour marquer la différence, parce qu'on sait que la politique, c'est le champ de tous les tiraillements et de toutes les gymnastiques possibles. Donc, pour éviter, on dit, voilà, si vous êtes dans le cadre des associations, on ne fait pas la politique parce qu'on sait que c'est un fourre-tout. Lorsque vous êtes en politique, il n'y a plus de logique, il n'y a plus de science, il n'y a plus d'objectivité. Voilà, donc voilà pourquoi on prend le soin de dire que voilà, ça doit être apolitique parce que c'est le domaine où il y a beaucoup de subjectivité. Et ce n'est plus méritocratique, mais c'est d'auto-considération. Et même les politiciens sont conscients, eux-mêmes, ils en disent. Voilà, voilà, on vous dirait que la politique, ce n'est pas une science. Mais on voudrait que les ONG, que les associations soient dirigées comme des structures. Il y a une science pour ça. Voilà pourquoi on se méfie. Sinon, le vrai sens de la politique, d'ailleurs, ça peut se recouper aussi à l'objectif des associations, c'est-à-dire voilà, le service public, la solidarité, l'art de mieux diriger
et de bien diriger. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Madame Bansé, vous avez un dernier commentaire? Ah, elle avec son portable. Monsieur Zinaba, vous voulez dire quelque chose? En fait, j'ai été coupé pendant un moment. Ah, d'accord. Donc, ce qui fait que je n'ai pas trop suivi le fil des discussions. Je vous ai pris un peu au moment où mon camarade du RENLAC intervenait, notamment Aruna Sinon intervenait sur la particularité de certaines organisations de la société civile dans leurs actions de tous les jours, notamment par rapport aux manifestations, entrant dans le cadre de leurs actions de veille citoyenne, manifestations qui peuvent être par exemple des marches, des meetings, des sittings, ça va sans dire, mais aussi des manifestations qui peuvent être des manifestations nationales populaires, d'interpellation, parce que souvent c'est ce caractère-là aussi qui fonde ces différentes organisations-là ou ces différentes manifestations. Des organisations de masse qui certes ont besoin d'être managées, mais qui en même temps ont des pratiques ou des activités qui sont d'ordre populaire. Que ce soit les meetings, que ce soit les concerts, mais qui sont souvent des activités et très souvent des activités d'interpellation. Ce commentaire-là, je voulais le faire et je pense que vous êtes revenu d'ailleurs sur des organisations de la société civile qui ont organisé par moment des sittings, notamment devant la SONABEL, pour interpeller sur la gestion de cette société d'État-là et de son rendu en termes de qualité de services donnés aux citoyens sur la question. Par contre, après avoir suivi la vidéo de 23 minutes que vous avez faite sur le module, notamment dans l'immersion dans le monde des organisations de la société civile, il y a deux aspects qui m'ont particulièrement frappé quand vous avez parlé de l'économie sociale et solidaire. Vous avez parlé du caractère privé de cette économie et vous avez surtout insisté sur la variable non lucrative. Ces deux principes-là, est-ce que ces principes-là sont largement suffisants pour caractériser les organisations de la société civile, ou bien il y a d'autres principes qui les sous-tendent et qui peut-être ne sont pas très légion dans le monde des organisations de la société civile dans lesquelles nous évoluons, que ce soit au Burkina Faso ou en Afrique de manière générale? Merci. Oui, bon, je crois que c'est vraiment les principaux aspects, hein, c'est-à-dire le privé pour que ça ne soit pas étatique. Et comme ce que je venais de dire, lorsque c'est étatique, il y a toujours le trafic d'influence. Et comme on l'a dit, on a même dit dans le cours qu'on peut accepter les agents du public, mais c'est toujours, mais pas pour qu'ils puissent avoir le contrôle. Voilà. Et ça, c'est le premier aspect, comme vous l'avez dit. Donc, voilà pourquoi on parle de un peu privé, des gens qui se mettent ensemble, qui ont des objectifs. Et donc, ça leur permet d'avoir une organisation privée. Effectivement, à but non lucratif, comme on l'a dit, ce n'est pas la recherche du profit personnel. Le profit, il peut être social, ainsi de suite. Bon, il y a d'autres aspects, comme ce que vous venez de dire, il y a la démocratie, la participation, elle est libre et on doit pouvoir dire ce qu'on pense sur la gestion. Ça aussi, c'est assez typique. Ce qui n'est pas le cas peut-être dans le public. Si vous êtes dans la fonction publique, dans une direction, on ne vous demande pas de venir dire que votre patron, il a mal fait ceci, il a mal fait cela, puisque vous êtes là comme quelqu'un qui accompagne l'action des associations ONG.
Alors, on avait été coupé. Alors, Monsieur Idrissa Ouedraogo, on va prendre le dernier. Ok, merci beaucoup. Voilà, à la suite de vos échanges avec Madame Constantine, bon, il y a des questions qui me viennent encore en tête par rapport à la question des sociétés coopératives. Oui, où vraiment je vois qu'il doit y avoir une petite nuance à clarifier. Voilà, par exemple, au niveau des sociétés coopératives, selon l'acte uniforme WADA, les premiers critères pour être coopérateur ou membre de la coopérative, c'est d'avoir de détenir une part sociale, qui est comme une action au niveau des entreprises. Okay.
Voilà. Et ensuite, ce qu'on peut dire, par exemple, les parts sociales génèrent des intérêts qui sont distribués chaque année. Et à la fin de chaque année, après les activités, il peut y avoir des ressources qu'on distribue aux membres encore. Donc, il y a beaucoup d'éléments dont je me dis que ça doit un peu faire la différence avec les associations qui ne nécessitent seulement que des droits d'adhésion. Voilà, et puis c'est tout. Alors qu'au niveau de la coopérative, il y a un risque à prendre. On a des parts sociales. Quand on investit à des pertes, on perd son argent. Quand ça marche, on a des intérêts, des ressources. Donc, cette partie, je voulais vraiment que ça puisse être clarifié. Voilà, merci. Je crois que vous-même, vous l'avez clarifié. Mais comme ce que j'ai dit, tout dépend de l'origine et des activités des coopératives. Quand vous parlez des parts et des actions, ça suppose que c'est des grands groupes, ça suppose que c'est des groupes d'intérêt même. Voilà, des coopératives, par exemple, de l'anacarde ou bien des producteurs du coton. Vous voyez, là, ça brasse beaucoup de millions. Donc là, on peut parler des actions, des parts et des intérêts, qu'on peut même faire des placements, ainsi de suite. C'est possible. Et c'est même ça aussi des coopératives. Mais aussi, il y a des coopératives, peut-être, on peut même le dire, ce que Madame disait, Madame Constantine, peut-être simplifié. Lorsque dans un village, il y a plusieurs associations qui traitent de la violence faite aux femmes et que voilà, ces associations décident de se mettre ensemble, il n'y a pas de part, il n'y a pas d'intérêt. Est-ce que vous voyez? Ça, peut-être les parts, c'est des engagements, c'est du bénévolat, mais chacun s'engage à mettre les ressources de son association au profit de la coopérative. Donc, ce que vous dites là, c'est tout à fait normal. Ça dépend de l'envergure des activités, ça dépend de l'envergure que prend la coopérative. Sinon, je suis parfaitement d'accord avec vous. Ça peut produire des intérêts. Et d'ailleurs, même la petite coopérative là, du village, c'est parce que, comme j'ai dit au début, c'est ce qu'on ne peut pas faire individuellement qu'on se met en groupe pour faire, pour réussir. Donc, ce qu'une association seule ne peut pas réussir, c'est une coopérative peut réussir. Donc, ça rejoint toujours à la même chose, mais ça peut prendre des tailles énormes. Et on l'avait dit, lorsqu'on parle de consortium au niveau des ONG, au niveau des associations, on parlera de coopératives. Donc, pour élargir la gamme des activités et des intérêts. Donc, on dit la même chose. Voilà. C'est bon? Merci. D'accord. Alors, il y a un droit. Bon. Alors, c'est bon pour tout le monde? Il me reste 4 minutes. C'est bon, Madame Bansé? C'est bon? Personne ne prend la parole. Alors, donc, je vais vous inviter, pour ceux qui ont cru qu'il y avait un exposé. Non, c'est une vidéo. Il faut peut-être la relire. Et pour la séance de demain, on va mettre aussi une autre vidéo. C'est la suite de ce que nous avons, ce que vous avez visionné. Et demain, on va discuter sur ce que vous aurez observé, visionné la deuxième vidéo. Et je crois que ça sera la fin de cette partie, le temps qu'on se retrouve en présentiel, voilà, pour continuer les réflexions et les partages. En tout cas, je voulais... il y a quelqu'un qui veut prendre la parole, sinon je suis en train de conclure le cours. Monsieur Kaonfo, vous voulez prendre la parole? Kabouré. Ah, c'est Kabouré, ok. Non, pas, c'est une question. J'aimerais demander, est-ce que nous aurons les vidéos en version téléchargeable à la fin de séance? Ah, d'accord. Bon, Monsieur Gaël, il va vous répondre. C'est eux qui s'en occupent. Je crois que c'est possible, mais je ne sais pas. En tout cas,
Il y a des vidéos de support. Monsieur Gaël, vous pouvez répondre? Allô, oui, bonsoir, monsieur. Oui, Bonsoir. oui à la fin, les vidéos seront accessibles. Par exemple, le cours d'aujourd'hui a été enregistré. Donc, les vidéos seront accessibles en vidéo téléchargeable. Et les vidéos, pour le moment, sont postées sur YouTube. Même depuis YouTube, vous pouvez aussi les télécharger. Ok. Voilà. Alors, donc, s'il n'y a plus rien à dire, on va se remercier. En tout cas, je voulais vous remercier pour votre participation très, très active. Et aussi, vous avez accepté de partager vos expériences, ce qui est très, très bien. Beaucoup de commentaires et de compléments, souvent très pointus. Et je crois que c'est l'intérêt aussi du cours. Comme je dis, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Personne n'a le monopole du savoir. Et en tout cas, au plaisir que demain à 14 h, on puisse aborder le deuxième volet. Et voilà. Donc, n'hésitez pas sur les questions de compléments, de commentaires. Voilà. Bye bye. Merci. Allô, s'il vous plaît, je voudrais rappeler qu'il y a le forum, la plateforme d'apprentissage. Il y a un forum sur lequel, si vous avez des questions, vous pouvez poser directement. D'accord. Super.